Bonjour, c'est la dernière de Stop Intox pour ce Salon international de l'agriculture 2025. Nous allons consacrer cette édition à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Après vous avoir rappelé que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur X, et puis que vous pouvez suivre cette émission en direct sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver les meilleurs moments de nos émissions précédentes. Hier, grand sujet autour de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau qui tombe du ciel? Nous sommes toujours chez SEMAE qui nous accueille, SEMAE, l'interprofession des semences et des plants. On a rappelé aussi tout au long de la semaine que l'agriculture, ça commence toujours par une semence et qu'il y a des outils de production, des moyens de production qui sont absolument indispensables. Je vais vous présenter tout de suite mes invités pour cette édition de vendredi. À commencer par Jean-Philippe Cochet. Bonjour Monsieur Cochet, vous représentez BASF Xervio et vous êtes la filiale, on peut parler de filiale, c'est ça? Exactement, la filiale digitale. La fille digitale qui pilote l'offre en matière d'économie de la fonctionnalité. Là aussi, on va expliquer de quoi il s'agit. De l'autre côté, Alexandre Allier. Bonjour Monsieur Allier. Bonjour. Groupe Soufflet. Alors, qui a été boulanger un jour dans sa vie ou qui s'est approché de ce monde connaît votre nom, bien sûr. Vous êtes aujourd'hui membre du groupe InVivo et vous avez une offre d'économie de la fonctionnalité. Et puis, on demandera aux politiques ce qu'ils en pensent. Il est agriculteur également, notre politique du jour. Vincent Louot est sénateur agriculteur. Vous êtes originaire, vous vivez dans le département d'Indre-et-Loire. C'est la jolie région de Tours. Et on va vous demander comment vous percevez, vous, comme politique, cette offre un peu innovante qui est une offre d'économie des solutions, en réalité. C'est-à-dire qu'on passe d'une économie de la transaction à une économie du résultat. Vous allez nous expliquer ça, les uns et les autres. Alors, on connaît ça dans le domaine du transport. Je me rappelle qu'aujourd'hui, Michelin, par exemple, ne vend plus nécessairement des pneus, mais des kilomètres. C'est bien ça, hein, à peu de choses près. Et donc, vous vendez un champ, un espace, un foncier exempt de nuisibles, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais vous allez nous dire tout ça. D'abord, tiens, le politique, comment vous voyez cette offre un peu innovante arriver sur le marché? Alors, on voit l'innovation, c'est toujours dur pour nous, le politique, de choisir la voie de l'innovation ou la voie du principe de précaution, j'ai envie de dire. Oui, de la voie de la réglementation ou la voie de la créativité. Et j'ai envie de dire, l'économie de la fonctionnalité, on aimerait l'avoir en politique. On aimerait avoir une économie du résultat. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a quelques petits problèmes en ce moment pour être crédible et inciter notre population à s'intéresser vraiment aux faits politiques. Donc, ce monde qui change, on a du mal, nous, à l'appréhender et on a du mal à accepter de ne pas surréglementer avant que ça arrive. Alors, c'est vrai que vous avez posé un des freins, une des limites. C'est pas un marché sans friction, vous direz un économiste, parce qu'il y a le principe de précaution. Et par définition, le principe de précaution n'est plus un principe d'action, mais est devenu un principe d'interdiction. Et on voit qu'il y a quelque chose d'antinomique là. L'économie des solutions, on va lever une partie du voile, mais elle comporte pour le législateur une espèce de zone d'ombre. Tout à fait. Et c'est cette zone d'ombre que l'on doit accepter et on doit faire un périmètre de la loi, du réglementaire, qui n'empêche pas cette innovation et ces expérimentations. C'est-à-dire, on le voit bien, la situation évolue très vite, la société évolue très vite, les entreprises sont créatives et nous, on ne doit pas être un frein. Et notre administration n'est pas forcément habituée à des choses où on a une habitude très réglementaire, très descendante, où on va cadrer avant l'arrivée de l'innovation et parfois on empêche l'innovation. C'est ça, mais souvent le droit suit l'évolution des techniques, des technologies. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'innovation, elle va plus vite que le droit. Le droit court après. Eh bien, parfois non. Vous avez un exemple parfait, c'est les OGM. On les a interdits en Europe, donc on n'a pas eu d'innovation et on a perdu toute l'innovation depuis une vingtaine d'années en refusant, avant le principe d'innovation, les OGM sur un continent. C'est un très bon exemple. Bon exemple, en effet. Contre-exemple, en tout cas. Alexandre Allier, groupe Soufflet, InVivo.
vous aussi, vous avez une offre dans ce domaine, l'économie de la fonctionnalité. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça vous rapporte ? Donc effectivement, on a lancé cette année une offre pilote sur l'économie de la fonctionnalité. Donc clairement, on arrête de commercialiser des produits, on vend un résultat. Donc ça, c'est un élément très différenciant vis-à-vis du modèle économique dans lequel l'ensemble de nos acteurs œuvrent depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que ça nous rapporte ? Je dirais, c'est un très beau pied de nez à l'ensemble de nos détracteurs qui nous disent en fait, vous avez intérêt à vendre du produit. Et ben dans cette économie de la fonctionnalité, c'est tout l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple simple, un exemple d'application concrète ? Eh ben, très clairement, aujourd'hui, le modèle qui est mis en place, c'est qu'on garantit à l'agriculteur 80% de feuilles vertes et d'épis sains à la fin de la campagne. Et donc pour ça, on va mettre en œuvre des outils digitaux pour positionner au mieux les produits, de l'expertise agronomique, et on va lui mettre à disposition les produits dont il a besoin pour s'assurer de la protection de ses parcelles. Et donc on va arrêter de commercialiser ces produits et on va vendre à l'agriculteur cette garantie de résultat. Parce que l'objectif, ce n'est pas tant les produits qu'il utilise, mais c'est bien la productivité qui va pouvoir sortir de sa parcelle. Quelle a été la genèse de cette offre-là ? Comment vous avez d'abord inauguré la réflexion dans ce domaine ? Parce que c'est un peu un changement culturel. Et on sait que dans les entreprises, le plus dur, c'est pas de changer de technique, parce qu'il y a toujours des ingénieurs pour le faire. Le plus dur, c'est de changer de culture. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture sans innovation. Ouais. L'innovation produit, aujourd'hui, elle est très compliquée pour nous. On en a parlé, notamment sur la partie protection des plantes. Donc, il faut qu'on arrive à faire migrer ce modèle pour essayer de trouver des nouveaux vecteurs de valeur. Le produit est finalement aujourd'hui une difficulté pour nous en tant que vecteur de valeur. Donc, on innove à travers la manière dont on le porte au marché, à travers les solutions. Et donc, c'est comme ça qu'a germé l'idée, finalement. Et puis ensuite, c'est un champ des possibles qui est énorme en termes d'exploration, puisque à partir du moment où on ouvre cette boîte, on détricote cette pelote, on se rend compte que finalement il y a énormément de possibilités où on va pouvoir arrêter de vendre un produit, mais sur lequel on va pouvoir garantir un champ sain, un champ propre, une semence qui lève, etc. C'est peut-être naïf comme question, mais ça marche à chaque fois ? Alors, ça c'est toute la beauté du système. Oui, c'est la beauté du sport aussi. Notre métier, c'est de gérer du risque. Notre métier, c'est de gérer du risque. Ouais. Et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que on veut consommer moins de produits, mais il ne faut pas qu'on mette notre agriculture en risque. Il ne faut pas qu'on mette notre agriculteur en risque. Et donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est une manière pour nous de dérisquer le métier de l'agriculteur et de lui dire on est capable d'optimiser les moyens de production, mais sans mettre en péril ta productivité et ton compte de résultat. Ouais. Parce qu'à la fin, si on échoue, bien sûr, on aura une indemnisation. Ouais. Alors, Jean-Philippe Cochet, BASF, Xarvio, donc c'est la filiale qui gère l'offre dans ce domaine-là. Si je comprends bien, si je résume les choses, on passe progressivement d'une économie des moyens à une économie du résultat. Mais en termes du point de vue de l'offreur, du point de vue de l'entreprise, c'est un risque considérable. Absolument, c'est un risque considérable. BASF est un des pionniers, c'était le pionnier en France sur l'économie de la fonctionnalité sur l'agriculture. Donc on a expérimenté depuis maintenant 3 à 4 ans ce nouveau modèle économique. Et par rapport donc aux expériences qu'on acquiert presque de semaine en semaine, finalement, avec le climat, des années divergentes, on arrive aujourd'hui à pouvoir mettre en avant des solutions et qui peuvent permettre donc et à nos partenaires distributeurs et aux agriculteurs de pérenniser leur production, leur rendement, leurs revenus. Vous avez assez d'histoire pour organiser une typologie des cas particuliers où chaque client est un cas particulier. Exactement, chaque client est un cas particulier. C'est la deuxième option. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on s'appuie sur des modèles. Mais c'est compliqué parce que dans une entreprise, on adore les standards. Les boîtes, elles adorent les trucs standardisés. Vous avez tel problème, je vous apporte telle solution, point final. Là, c'est pas le cas. Non. Là, c'est une prise de risque qu'on prend sur un nouveau business model, donc sur l'économie de la fonctionnalité, comme vous venez de le dire et comme ça a été dit, sur une garantie de résultat. Et donc par rapport à ça, nous, on a réfléchi il y a plusieurs années, le groupe, pour aller vers l'accompagnement des agriculteurs et des distributeurs sur la transformation de l'agriculture.
Et donc différents systèmes ont été mis en place. Je l'ai dit il y a quelques minutes, on s'appuie sur des modèles, on s'appuie sur l'expertise de certains distributeurs qui nous accompagnent, on coopère, c'est l'économie. En fait, c'est un monde un peu plus plat, quoi. Exactement. Les gens se parlent, il n'y a pas la chaîne très verticale de production, la matière première, la transformation, l'utilisateur final. C'est un monde, comme disait Thomas Friedman, vous savez, c'était un journaliste américain qui avait dit un jour, le monde est plat. Ben là, vous avez une offre qui est plate, c'est-à-dire que si on ne collabore pas, si on ne coopère pas, ça ne marche pas. Exactement. On est tous dans la même entreprise, en l'occurrence, sur cette offre de l'économie de la fonctionnalité. Donc que ce soit nous, le distributeur qui vend l'offre, et l'agriculteur, donc qui lui doit appliquer et doit protéger ses parcelles quand on lui donne les consignes. Mais qui gagne, enfin, pardon, là aussi c'est naïf comme question, mais qui gagne et dans la chaîne de valeur, là, est-ce que tout le monde y gagne ou est-ce que ça se fait plutôt au détriment de l'offre ou de la demande? Tout le monde y gagne. Tout le monde doit y gagner. On est sur un système économique, donc tout le monde doit y gagner. Là encore, on est vraiment en expérimentation. Donc chaque année, je répète, on acquiert de l'expérience. Quand ça se passe pas forcément bien au final sur des années climatiques difficiles, on est amené à indemniser des agriculteurs, c'est un système assurantiel. Et ensuite, toute l'idée, c'est de jouer sur la campagne, sur la sobriété, vraiment qu'on met en avant pour réduire les IFT. Et les IFT, il n'y a pas que des spécialistes dans la salle. Il n'y a pas que des spécialistes. IFT, ça veut dire c'est l'indice de fréquence des traitements. D'accord, voilà, c'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de passages. Voilà, l'idée c'est de diminuer ce nombre de passages et ces applications de produits. Alors je vous pose la question autrement, je ne veux pas rentrer dans le compte de résultats de BASF, mais vous y gagnez ou vous y perdez? Pour l'instant, très honnêtement, à ce stade, oui. On n'y gagne pas, parce que c'est un gros investissement. Xarvio, c'est présent dans les principaux pays dans le monde. C'est beaucoup d'investissements, beaucoup de développement informatique. Ça doit générer vraiment un back-office qui est important. Et après, par contre, c'est la projection et c'est vraiment l'accompagnement de cette transformation de l'agriculture qui nous guide. Monsieur le sénateur, je ne veux pas faire de science-fiction, mais je vois bien l'IA, l'intelligence artificielle générative, arriver sur ce truc-là, parce que tout le monde comprend que l'IA, c'est une base de données, plus elle est large, plus elle est efficace, et une puissance de calcul. Donc on arrive finalement à faire de l'agriculture prédictive. Ça, c'est un changement de paradigme aussi. Alors, l'IA existe déjà, parce que chaque entreprise a sa propre base de données, ses propres IA qu'ils ouvrent. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur le... Il n'y aura pas une IA qui résoudra tous les problèmes sur une intelligence artificielle qui sera globale. Mais plus il y a de matières premières. Bien sûr, plus il y a de matières premières, plus on améliore les choses. Nous, l'agriculteur, on veut un résultat. C'est pour ça que votre question était très bonne. Qui gagne dans cette histoire-là? Alors, c'est soit on porte la caricature, c'est le méchant industriel contre le pauvre agriculteur. On n'en fait pas de caricature ici. Ici, on ne fait pas de caricature. Ça s'appelle Stop Intox. Justement, il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que nous, on nous le vend dans nos hémicycles. La caricature permanente, l'agro-business contre les agriculteurs, les firmes contre les agriculteurs, les atteintes à l'environnement. Moi, c'est ce que j'ai entendu pendant tout le PLOA. Et j'en ai un peu marre. Aujourd'hui, on a besoin de résultats. Un agriculteur, il va perdre du rendement et donc du produit et donc du bénéfice et sa viabilité si les champignons, les parasites portent atteinte à la culture. Jusqu'à maintenant, on achetait des médicaments avec une prescription. Demain, on achète un résultat. Donc, pour nous, on préfère faire un pari du résultat. C'est un peu comme vous avez la grippe, vous prenez du paracétamol, ça vous arrivez à lire la boîte. Quand vous êtes malheureusement atteint d'un cancer, vous avez un mix de médicaments dont vous faites confiance aux médecins, dont vous ne connaissez pas du tout ce qu'il y a dans la poche. Ah non, ça, bien sûr. Et donc, vous voyez, et on fait le pari du résultat basé sur une chose, c'est la confiance. Et aujourd'hui, on a besoin d'un monde qui se fait confiance, dans des schémas économiques qui sont bousculés, dans un monde qui va très très vite. Et ça, notre difficulté, nous, le législateur, c'est vraiment d'arriver à faire confiance aussi à l'innovation, aux firmes et aux agriculteurs pour enrober de réglementation et de législation des choses qui sont dures à paramétrer aujourd'hui. Est-ce que ça percole? Alors, on sait que le Sénat, je ne veux pas dire du mal de l'Assemblée nationale, mais on sait que le Sénat travaille très sérieusement. Peut-être de façon plus documentée, plus approfondie. Peut-être que aussi vous avez plus le temps.
vous êtes moins occupé à des querelles de politique politicienne au Sénat. Est-ce que ça percole? Est-ce que vos collègues sénateurs comprennent cette nouvelle logique? L'avantage au Sénat, on est un peu moins nombreux et surtout les spécialistes ont la confiance des autres sénateurs. C'est-à-dire que quand vous êtes spécialiste de l'agriculture, les autres te font confiance. Quand tu es spécialiste du transport, les autres sénateurs te font confiance. Tout est basé sur la confiance des spécialistes. Et donc, on arrive à avoir un écosystème où on arrive à construire, à s'écouter, à auditionner beaucoup plus longuement les écosystèmes pour atterrir sur une volonté politique qui est beaucoup plus pragmatique et connectée au territoire. Vous savez, le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. Et nous, notre point fort, Gérard Larcher est à quelques mètres de nous, notre point fort, c'est vraiment la connexion au territoire. Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Allier. En économie, il y a quelque chose qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Quand on commence, en général, on sait peu de choses. Et puis, plus on produit, plus on apprend à produire. Et la courbe d'apprentissage, c'est une asymptote, ça monte. Et bon, il y a un plateau ensuite. Où en êtes-vous aujourd'hui? C'est-à-dire que, vous l'avez dit les uns et les autres, on a assez peu de recul, peut-être une dizaine d'années. Non, c'est ça, je me trompe? Moins? Je dirais une dizaine de semaines pour l'instant. D'accord. Bon, ne me découragez pas. Pour vous, une dizaine de semaines, mais il y en a d'autres qui ont commencé avant vous. Comment apprenez-vous? Comment vous adaptez-vous? Alors, c'est pas parce qu'on a très peu de recul et d'expérience qu'on ne sait pas aller très vite. Ouais. Donc aujourd'hui, on a lancé un pilote donc, sous le nom de Greenleaf, feuille verte, sur lequel on est aujourd'hui à 3000 hectares à l'échelle du territoire français. Donc c'est un pilote qualitatif sur 3 régions, la Champagne, la Brie et la Bourgogne. Et donc on apprend très vite. Parce que nos équipes commerciales sont très appétentes de ce type de solution, parce qu'il répond très clairement à un réel besoin de l'agriculteur. L'agriculteur qui a besoin de sécurité, parce que finalement il va nous déléguer la prise de risque sur le traitement, de sécurité, parce que finalement il va nous déléguer le résultat des applications, de simplicité, parce que finalement l'objectif c'est que l'offre soit dans sa poche à travers nos outils digitaux, notre plateforme Farmi, et sur lequel le dernier objectif c'est la productivité, parce que ici on n'a pas comme vocation à on va dire tailler la productivité au bénéfice de la réduction des approvisionnements. Parce que nous derrière dans le groupe on a également des chaînes de valeur à approvisionner, une filière orge, une filière blé et des outils d'export à travers notre entreprise d'export. Donc c'est ça qui est très, très intéressant. Et donc la courbe d'apprentissage en fait je dirais 50% aujourd'hui des équipes commerciales, des équipes terrain se l'approprient dès la première année. Et puis après, il y a une courbe d'apprentissage où, dans ce nouveau modèle, sur le papier, c'est exceptionnel. Mais par contre, en tout bon paysan, en tout bon sens paysan, tout le monde se dit oui, mais voyons comment ça va se passer réellement sur le terrain. Donc on a au minimum besoin d'une année de recul sur ce pilote pour pouvoir tirer des conclusions en termes d'appropriation par les agriculteurs, d'appropriation par les équipes terrain, je comprends. Et pour pouvoir du coup passer à la phase d'industrialisation, parce qu'il y a une vraie phase d'industrialisation derrière à avoir. Et puis, alors il y a un autre élément qu'on a assez peu évoqué, mais c'est la variabilité du climat. Vous avez des années où il pleut beaucoup. Alors, on va rappeler une idée simple, hein, mais qui est incontestée par la science, c'est qu'il y a toujours la même quantité d'eau. Elle a 3 formes, elle peut être liquide, elle peut être gazeuse, elle peut être solide. Mais il y a toujours la même quantité d'eau et il tombe grosso modo, je ne sais pas, 800 mm d'eau chaque année en Vendée, par exemple, ou dans les Deux-Sèvres. C'est à peu près invariable, il y a une variation de 10 à 15%. Simplement, la quantité d'eau, si elle est la même, ne tombe pas au même rythme. Comment vous vous adaptez à ça ? Parce que c'est pas simple, ça veut dire, enfin, je suis pas ingénieur agro, mais j'ai compris que plus il y avait d'eau, plus il y avait d'humidité, plus il y avait de nuisibles, non? Exactement. Bon, vous faites comment là? Chaque maladie se développe selon des conditions climatiques à différents stades de développement de la plante. Et puis, par rapport à ça, donc, il existe des modèles qu'on teste depuis de nombreuses années, qu'on implémente chaque année avec de la data, qu'on peut utiliser. Et puis après, on a de la météo prédictive aussi, des modèles de météo prédictive. Donc on se base sur l'historique que l'on a, sur la connaissance de développement des maladies, sur la météo actuelle et la météo à venir. Et vous pouvez la prévoir longtemps à l'avance?
On prévoit entre 6 à 15 jours à l'avance. Ah oui, vous ne pouvez pas me dire, par exemple... Sur les modèles, plus longtemps. Oui, oui, s'il va pleuvoir au mois de novembre ou au mois de décembre 2025, là. Bref, Météo France a des modèles pour vous, Bon, très bien. indiquer ça et d'autres aussi. Parfois, ils se trompent aussi. Mais nous, on n'en tient pas compte. D'accord, vous n'en tenez pas compte. Non, parce que nous, ce qu'attendent les agriculteurs, c'est de pouvoir récolter une culture saine. Bien sûr. Donc, une culture saine, pour ça, donc, il faut être capable de la gérer selon les stades de développement, selon la météo. Et donc ça, on a les modèles, je le redis. Et ensuite, on a vraiment cette coopération avec le distributeur et ses équipes techniques et ses équipes terrain, qui sont nos yeux quelque part, qui sont nos yeux. Nous, on est leurs oreilles sur ce domaine-là. Et ensemble, on est capable donc d'analyser et d'avoir le tour de plaine virtuel pour chaque distributeur. Je ne vais pas dire chaque agriculteur et chaque parcelle, mais quelque part, en connaissant les variétés, les types de sols, les précédents et autres différents points agronomiques, on arrive à donc effectivement à se projeter. Quand je vous écoute là les uns et les autres, je conçois que c'est un vrai changement de modèle économique, monsieur le sénateur. Dans une entreprise, vous avez une direction des ventes, on fait une réunion annuelle et on se dit, voilà, l'objectif cette année, c'est X plus 3% ou 4%, 5%. Là, on est à chaque fois sur du sur-mesure. C'est-à-dire que c'est une forme de renoncement au confort qu'on avait acquis, qu'on avait gagné, en se disant cette année on va vendre tant à tel prix. Les schémas économiques de toutes les entreprises bougent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'un résultat. Aujourd'hui, on a des enjeux aussi de protection de l'environnement, de biodiversité, donc de diminution de volume des perturbateurs, des pesticides et de l'action humaine. Quand vous avez une approche d'économie de fonctionnalité, vous ne regardez plus aussi que la focale du volume. C'est-à-dire aussi, on va voir l'efficacité pour l'agriculteur et l'efficacité pour l'écologie, pour l'environnement, de moins porter atteinte à cet environnement. Donc c'est gagnant-gagnant et on arrête de faire le focus un peu hystérique, de dire « Ah, les méchants agriculteurs, ils mettent tant de tonnes à l'hectare ». Moi, je suis dans un département où, comme j'ai des grossistes, en fait, la carte est en rouge parce que c'est le département le plus consommateur de produits phytosanitaires. C'est juste que j'ai des grossistes. Et on me met en avant une mauvaise agriculture basée sur des chiffres qui sont faux. On a besoin de sortir de cette émotion, on a besoin d'avoir besoin d'une nouvelle approche basée sur les résultats et pas basée sur le fait qu'on va tous arrêter les médicaments demain. Parce que ce qui est valable pour les phytosanitaires, de protection des plantes, sont exactement valables pour les médicaments. Et donc pour nous, le législateur, c'est faire comprendre aussi à nos administrations de dire il faut laisser pétiller la salle pour avoir des bonnes nouvelles et avoir un avenir en commun avec autre chose qu'une vision qui est très décroissante au bout du compte. Non, je crois que là, c'est terminé, non? Vous n'avez pas ce sentiment? J'ai l'impression que c'est derrière nous. Non, la vague, pas du tout, Pascal. On a le balancier de la bêtise, d'une certaine forme de bêtise qui a peut-être été embutée et qui va commencer à revenir. Mais je peux vous dire que moi, je côtoie au quotidien beaucoup d'administrations qui est très imprégnée d'une culture qui ne va pas dans le bon sens et qui n'est pas dans le pragmatisme. Et aujourd'hui, il faut qu'on continue, nous le législateur, on le fait avec des lois au Sénat. Oui, parce que ce n'est pas l'administration qui vote les lois. Oui, mais la logique de l'administration de reprendre la main sur l'esprit de la loi, elle est là, elle est réelle. Et quand on veut, par exemple, protéger les zones humides, on m'invente un système ubuesque de surprotection des zones humides. Nous, le législateur, on dit on veut protéger la zone humide, et à la fin, tu as le département de la Vendée qui se retrouve intégralement en zone humide. Donc on arrête le délire. On l'a évoqué hier. Voilà, 27% du territoire national est en zone humide, et c'est 3% en Angleterre. Alors j'apprends que nous sommes plus humides que les Anglais. Voilà. Ce n'était pas mon sentiment de départ. Ce n'était pas votre sentiment, ce n'était pas le mien non plus. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire comprendre ce principe de réalité et de bon sens. Et moi, j'ai envie, vous savez, pendant la loi agricole, j'ai pris l'exemple qui a fait marrer tout le monde de la mouche stérile. La mouche stérile, c'est la petite mouche qui va se reproduire avec la femelle et qui va pondre sur les noisettes des œufs qui vont être stériles, donc il n'y aura pas de ver dans la noisette. Ça, on n'a pas le droit en France. On n'a pas le droit en France, parce que c'est une atteinte à la biodiversité de lâcher une mouche qui est stérile. Mais où est l'atteinte à la biodiversité, sachant que cette mouche ne pourra jamais se reproduire? Ça, notre administration ne comprend pas. Notre administration ne comprend pas le principe de la mouche stérile. Vous voyez où on en est? Ça fait un peu marrer tout le monde, mais n'empêche que la réalité de la créativité et de trouver des solutions,
eh ben, l'ANSES a quasiment refusé de s'en emparer pour mettre un AMM de la mouche stérile. Et ben moi, je souhaite avoir, et je suis législateur, forcer l'ANSES à me mettre des AMM sur les mouches stériles et parfois desserrer un peu le collier sur les choses qui grattent pour les agriculteurs. Bon, c'est vrai que au fond, la politique, c'est toujours affaire d'arbitrage. Il y a des choses plus importantes que d'autres et on peut considérer que la souveraineté alimentaire, c'est la base de la pyramide de toutes les souverainetés, qu'il faudrait quand même pouvoir produire notre propre alimentation. Vincent Levaux, est-ce que, Alexandre Allier, est-ce que les agriculteurs sont prêts à cette nouvelle économie de la fonctionnalité? Est-ce que ça pivote dans l'état d'esprit? En fait, il n'y a pas un agriculteur, il y a une diversité d'agriculteurs et d'agriculture qui sont pour beaucoup très intéressés par ce type d'offre. Que ce soit des agriculteurs qui veulent se sécuriser sur leur activité quotidienne, que ce soit des agro-industries qui veulent avoir une capacité, une visibilité sur la rentabilité de leur exploitation. Et puis, je veux dire, au-delà des agriculteurs, c'est toute la chaîne de valeur qui est intéressée. Parce qu'à un moment donné, on parle de valorisation de production à travers de l'agriculture régénérative, à travers des agricultures qui stockent du carbone ou qui sont moins consommatrices d'énergie fossile. En fait, l'économie de la fonctionnalité répond parfaitement en fait, à ces besoins-là. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont prêts. Par contre, la grosse difficulté, pour rejoindre ce qui a été dit, c'est nos entreprises aujourd'hui vont avoir un gros changement d'organisation, de système d'information, de mindset d'un point de vue finance pour pouvoir acquérir et absorber ce type de modèle. Pour un financier, ce n'est pas inné que de livrer du produit et de ne pas le facturer. Pour un responsable supply chain, ce n'est pas inné de ne pas avoir une visibilité sur la quantité de produits qu'il va devoir livrer à l'agriculteur. Voilà. Donc c'est tout ce travail où finalement l'agriculteur, le distributeur et la firme doivent faire de manière commune pour pouvoir rendre ce modèle opérationnel. Dernière question, et puis on fera un tour de table très rapide pour conclure. Jean-Philippe Cochet, quelle est la part de cette économie de la fonctionnalité, on va résumer les choses comme ça, dans l'offre générale chez BASF? C'est très marginal, c'est en croissance? C'est en croissance, ça décuple d'année en année, mais on parle de tellement bas qu'on est obligé. Non, pour être sérieux, aujourd'hui c'est une faible, évidemment, un faible pourcentage. Ensuite, il faut, nous, comme disait Alexandre Allier, il faut qu'on arrive auprès des distributeurs à convaincre, parce que pour eux, effectivement, ça change énormément de choses dans leur quotidien. Pour les gens qui sont sur le terrain, qui conseillent les agriculteurs, pour ceux qui vendent du produit aux agriculteurs, ça change aussi beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on part de plutôt bas, on se développe, on multiplie par 2 ou 3 chaque année. Comment on vous regarde à l'intérieur de la boîte? Comme un petit groupe expérimental? On nous a regardé comme une start-up et un petit groupe expérimental, effectivement, avec considération, pendant quelques années, et avec considération aujourd'hui. Et aujourd'hui, même pour, je pense, un commercial BASF qui vend du produit de protection des plantes, pour lui aujourd'hui avoir cette démarche d'accompagner ses distributeurs vers une nouvelle voie et vers une transformation de l'agriculture, pour lui ça lui ouvre de nouveaux horizons, des nouveaux contacts, et quelque part ça valorise aussi son expertise. Monsieur Levaux, en 30 secondes pour conclure, vous avez du boulot là quand même pour on a du boulot convaincre. Le monde politique est un peu conservateur, je le dis. Le monde politique n'est pas forcément que conservateur, surtout quand vous parlez à un sénateur, il faut faire attention quand vous me dites ça. Le monde politique constate une chose, c'est ce qu'aujourd'hui vous touchez du doigt dans votre émission n'est pas autorisé en France. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un acte et une réflexion comme ça, l'administration ne comprend pas que ça soit plus l'agriculteur qui fasse la prescription, et il dit ah oui mais en fait l'applicateur c'est la méchante firme, donc il faut qu'il ait l'agriculteur et un... Et ils en sont encore là pour certains? Mais bien sûr ils en sont encore là. L'administration est quand même, on a quand même une administration qui a tendance à se couper les cheveux en 4 et à complexifier tout et à faire du principe de précaution une règle. Donc dès qu'on veut innover, on nous dit ça va pas être possible. Même les ministres m'ont toujours dit ça, écoutez monsieur le ministre, ça va pas être possible. La vraie vie, c'est ça. Aujourd'hui, dès qu'on veut bouger un boulon dans ce pays, on n'arrive pas à avancer. Tout l'objectif du Sénat et du travail du Sénat en ce moment sur l'agriculture, c'est redonner espoir aux firmes, aux industriels et aux agriculteurs.
Merci messieurs, vous voyez qu'on a encore du travail pour convaincre. Eh bien justement, tout à l'heure avec mon excellente et brillante consoeur Emmanuelle Ducrot, nous interrogeons la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, qui sera là sur le plateau, et on lui posera évidemment toutes ces questions. Merci de nous avoir été fidèles et bonne journée.